Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Ses parents, figés dans le salon, la regardaient partir, les yeux emplis d'une rage contenue depuis des mois. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était la fin d'une vie qu'elle avait crue éternelle. Brisée par l'aveu de son amour pour Marie. Une femme qui avait tout changé. À 28 ans, Sophie se retrouvait à la rue. Son sac à dos rempli à la hâte de vêtements et de souvenirs. Le cœur battant d'une peur viscérale. Paris, la ville des Lumières, lui semblait soudain un labyrinthe sombre et impitoyable. Elle marcha sans but sous la pluie fine de ce soir d'automne, les larmes se mêlant aux gouttes froides, se demandant comment survivre à cette trahison familiale. Marie l'attendait dans leur petit studio du Marais, un refuge précaire qu'elles avaient loué ensemble depuis 6 mois. Quand Sophie franchit le seuil, épuisée et trempée, Marie la serra dans ses bras sans un mot, sentant la tempête intérieure qui ravageait son amour. Ils m'ont dit que j'étais une honte. Une erreur de la nature, murmura Sophie. La voix brisée. Marie, 30 ans, avec son tempérament de feu forgé par des années de lutte personnelle, caressa doucement ses cheveux. On va s'en sortir, ma chérie. Ensemble. Mais au fond d'elle, Marie savait que ce n'était que le début d'un combat plus grand. La famille de Sophie. Ancrée dans les traditions bourgeoises de la banlieue parisienne, n'accepterait jamais leur relation. Le père, un avocat conservateur, avait hurlé que l'homosexualité était une mode perverse importée d'Amérique. La mère, pieuse et soumise, avait pleuré en invoquant Dieu et la décence. Sophie, leur unique fille, avait toujours été la fierté de la maison, diplômée en littérature à la Sorbonne, promise à un avenir brillant. Mais depuis qu'elle avait rencontré Marie lors d'un séminaire sur les droits des femmes, tout avait basculé. Marie, activiste féministe et professeure d'histoire, avait éveillé en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais osé nommer. Leur premier regard, leur discussion passionnée sur l'égalité et la liberté, avait évolué en une romance intense, cachée aux yeux du monde. Sophie avait lutté intérieurement pendant des mois, déchirée entre son éducation catholique et cette attirance irrésistible. Elle se rappelait les nuits blanches à se questionner, était-ce un péché? Une phase? Ou simplement l'amour vrai? Quand elle avait enfin avoué à ses parents, espérant leur compréhension, la réaction avait été explosive. Tu nous tues avec ça, avait crié son père, le visage rouge de colère. Sa mère avait supplié, pense à ton avenir? À un mari? Des enfants. Sophie avait tenu bon, affirmant que Marie était son choix. Sa vie. Mais cela n'avait pas suffi. Il l'avait mise dehors, lui interdisant de revenir tant qu'elle n'aurait pas guéri de cette folie. Dans les jours qui suivirent, Sophie et Marie tentèrent de reconstruire un semblant de normalité. Marie, avec son salaire modeste, couvrait les frais, tandis que Sophie cherchait un emploi stable. Mais les appels incessants de la famille compliquaient tout. Son frère aîné, Julien, l'appelait en secret, oscillant entre soutien timide et reproche. Papa est furieux, mais il t'aime. Reviens, Sophie, et oublie cette femme. Chaque conversation ravivait la douleur, la faisant douter. Était-elle égoïste de choisir l'amour au détriment de la famille? Marie, sentant son hésitation,
La confrontait doucement. Tu as le droit d'être toi-même. Ne les laisse pas te briser. Pourtant, Marie cachait ses propres démons, une enfance marquée par l'abandon de sa mère, qui l'avait rejetée pour son orientation sexuelle dès l'adolescence. Elle avait appris à se battre seule. Mais avec Sophie, elle avait baissé la garde, risquant tout pour cette relation. Un soir, alors qu'elle dînait dans un bistrot discret, Sophie reçut un message de sa grand-mère, Élise, la seule qui avait toujours été un pilier de sagesse. Viens me voir, ma petite. J'ai des choses à te dire. Élise, 85 ans, vivait dans la vieille maison familiale à Versailles, un havre de paix entouré de jardins. Sophie s'y rendit le lendemain, le cœur serré. Élise, alitée mais lucide, l'accueillit avec un sourire fatigué. Je sais tout. Sophie. Tes parents m'ont appelé. Sophie s'effondra en larmes, racontant son calvaire. Élise écouta, puis posa une main ridée sur la sienne. L'amour n'a pas de genre? Ma chérie. J'ai vu trop de vies gâchées par les préjugés. Promets-moi de rester fidèle à toi-même. Ces mots furent un baume. Mais Élise ajouta, je ne serai plus là longtemps. Prends soin de la maison. Sophie ne comprit pas immédiatement. 2 semaines plus tard, Élise décéda paisiblement. L'enterrement fut tendu, la famille unie dans le deuil. Mais Sophie reléguée au second plan. Marie interdite de présence. Puis vint la lecture du testament. L'avocat, dans le salon familial, annonça d'une voix neutre, la maison de Versailles, ainsi que tous les biens immobiliers, reviennent à Sophie Moreau, petite fille d'Élise Moreau. Un silence de plomb s'abattit. Le père de Sophie bondit, c'est impossible. Maman n'aurait pas fait ça. Mais le document était clair. Daté de 6 mois plus tôt. Juste après que Sophie eut confié son secret à sa grand-mère. La maison, où vivaient encore les parents et Julien, était désormais à Sophie. Hébétée, elle quitta la pièce sous les regards haineux. Dehors, Marie l'attendait. C'est un miracle, dit-elle. Mais Sophie savait que c'était une bombe à retardement. Comment gérer cet héritage empoisonné? Évincer sa famille? Vendre? Ou pardonner? Les choix s'annonçaient déchirants. Le choc du testament se propagea comme une onde de choc dans la famille Moreau. Le père, Henri, un homme de 60 ans au tempérament autoritaire, arpenta le salon de la maison de Versailles toute la nuit, fulminant contre sa mère défunte. Elle a perdu la tête. Donné tout à Sophie. Cette déviante. Sa femme. Claire. 58 ans. Pleurait en silence. Serrant son rosaire. Julien. 32 ans. Marié et père de 2 enfants. Tentait de calmer les esprits. Papa. C'est légal. On ne peut pas contester sans preuve. Mais Henri n'entendait rien. Il appela son avocat personnel, cherchant une faille. Sophie, de son côté, retournait l'information dans sa tête. Assise dans le studio du Marais avec Marie, elle fixait le document notarié. C'est trop. Je ne peux pas les mettre dehors. Marie, pragmatique, répondit, c'est ton droit. Sophie. Ta grand-mère l'a voulu ainsi.
Peut-être pour te protéger. Mais Sophie sentait le poids moral écrasant. Était-ce une vengeance posthume d'Élise contre la rigidité de son fils? Ou un geste d'amour pur? Les jours suivants furent un tourbillon. Henri bombarda Sophie d'appels et de messages, alternant menaces et supplications. Reviens à la raison, ma fille. Vends-nous la maison à un prix symbolique. Pense à ta mère, à ton frère. Sophie, déchirée, évitait de répondre. Marie la soutenait, mais une tension naissait entre elles. Tu hésites encore? Après ce qu'ils t'ont fait, accusait Marie. Sophie répliquait, c'est ma famille. Malgré tout. Un après-midi. Sophie se rendit seule à Versailles pour évaluer la situation. La maison. Un élégant pavillon du XVIIIe siècle. Regorgeait de souvenirs, le jardin où elle jouait enfant. La bibliothèque où Élise lui lisait des contes. Claire l'accueillit froidement, mais avec une pointe de désespoir. Sophie. Comment peux-tu nous faire ça? Nous avons tout sacrifié pour toi. Sophie. La gorge nouée. Murmura, ce n'est pas moi. C'est grand-mère. La conversation dégénéra quand Henri rentra. Tu n'es plus bienvenue ici tant que tu vis dans le péché, hurla-t-il. Sophie partit en larmes, se réfugiant chez Marie. Ce soir-là, elles firent l'amour avec une intensité désespérée, comme pour effacer la douleur. Mais le lendemain, un coup de théâtre, Julien contacta Sophie en secret. Rencontrons-nous. J'ai une proposition. Ils se virent dans un café près de la gare. Julien, mal à l'aise, expliqua, papa veut contester le testament. Il dit que grand-mère était influencée par ta situation. Sophie blêmit. C'est faux. Elle était lucide. Julien baissa les yeux, je sais. Mais il est prêt à tout. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Tu gardes une part? On rachète le reste. Sophie sentit la trahison, même son frère, qu'elle croyait allié, négocier dans son dos. Elle refusa net. De retour chez elle, elle confia tout à Marie, qui explosa, il te manipule. Réagit. Sophie. Pour la première fois. Elle va la voir, et toi? Tu me pousses à les haïr. Laisse-moi respirer. Leur première vraie dispute éclata, révélant les fissures. Marie, blessée, sortit en claquant la porte. Sophie, seule, pleura des heures. Le lendemain, Marie revint, s'excusant. J'ai peur de te perdre. Elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était semée. Bientôt, la société entra en jeu. Des amis communs, informés par la rumeur, prirent parti. Certains soutenaient Sophie, d'autres la jugeaient égoïste. Au travail, Sophie, qui avait trouvé un poste de correctrice dans une maison d'édition, subissait des regards en coin. Une collègue, homophobe notoire, murmura, les lesbiennes comme toi détruisent les familles traditionnelles. Sophie ravala sa colère, mais intérieurement, elle bouillonnait. Marie, de son côté, affrontait ses propres batailles. À l'université, un collègue conservateur la harcelait subtilement, insinuant que sa relation avec Sophie nuisait à sa réputation.
Les étudiants ont besoin de modèles sains, disait-il. Marie ripostait avec vigueur. Mais le stress montait. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles se retrouvèrent au milieu de la foule. Les slogans résonnaient, « Amour libre ». Sophie, tenant la main de Marie, se sentit forte. Mais en rentrant, un appel d'Henri changea tout, « Si tu ne renonces pas, je révèle tout à tes employeurs. Ta vie sera ruinée. » Sophie, terrifiée, raccrocha. Marie, furieuse, proposa, « Portons plainte pour harcèlement. » Mais Sophie hésitait, craignant l'escalade. Les choix moraux pesaient lourd, vengeance ou pardon? Trahison ou loyauté? La tension culminait, menaçant de tout briser. La menace d'Henri plana comme une épée de Damoclès sur Sophie et Marie. Sophie, rongée par l'anxiété, perdit l'appétit et le sommeil. Marie, protectrice, insista pour consulter un avocat. Elles rencontrèrent M. Laurent, une spécialiste en droit familial, dans un cabinet du quartier latin. Votre père bluffe probablement. Mais préparez-vous à une bataille judiciaire, conseilla-t-elle. Sophie signa les papiers. Mais son cœur saignait. Était-ce cela? L'amour familial? Une guerre pour une maison? Pendant ce temps, Henri mobilisait ses contacts. Il contacta l'employeur de Sophie, insinuant des problèmes personnels qui affectaient son travail. Sophie fut convoquée par son chef, des rumeurs circulent. Est-ce vrai? Humiliée, elle défendit son intégrité. Mais le doute s'installa. Marie, apprenant cela, confronta Sophie, tu vois, ils ne s'arrêteront pas. Batte-toi. Sophie, épuisée, céda, d'accord. On contre-attaque. Elles déposèrent une plainte pour harcèlement moral. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Claire appela Sophie en pleurs, « Comment peux-tu nous traîner en justice? Nous sommes ta famille. » Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Vous m'avez forcé. » Julien, médiateur malgré lui, organisa une réunion secrète dans un restaurant discret. Autour de la table, l'atmosphère était électrique. Henri, rouge de colère, accusa, « Tu détruis tout pour cette femme. » Marie, présente malgré les protestations, rétorqua, « C'est l'amour. Pas une maladie. » Sophie, au milieu, tenta de raisonner, « Grand-mère voulait me protéger. Respectons sa volonté. » Mais Henri explosa, « Ta grand-mère était sénile. Influencée par tes mensonges. » Blessée, Sophie quitta la table. Dehors, Marie la serra, « Tu as été forte. » Mais intérieurement, Sophie doutait, avait-elle raison de diviser la famille? Les semaines suivantes furent un engrenage de tension. La plainte avança, avec audition et preuve. Henri, acculé, révéla un secret, Élise n'était pas si tolérante. Elle m'a confié ses regrets sur ta phase. Sophie, choquée, fouilla les affaires d'Élise restées dans la maison. Elle trouva un journal intime, où Élise écrivait, « Ma petite Sophie souffre. L'amour est complexe, mais la famille prime. » Était-ce une manipulation? Ou la vérité? Marie, lisant les extraits, soupçonna une falsification.
Ton père ment. Mais le doute s'insinua. Puis vint la trahison ultime, Julien. Sous pression. Témoigna contre Sophie au tribunal préliminaire, affirmant qu'Élise avait des doutes sur sa santé mentale. Sophie, apprenant cela, s'effondra. Mon propre frère. Marie la consola. Mais une distance grandit. Sophie se replia, questionnant tout, son amour, sa force. Un soir, seule pendant que Marie était à une conférence, Sophie reçut un visiteur inattendu, une ancienne amie d'Élise, venue livrer une lettre scellée. Élise m'a demandé de te la donner si les choses dégénéraient. La lettre disait, ma chérie, je sais les épreuves que tu traverses. La maison est à toi pour que tu aies un refuge. Ne laisse pas la haine te changer. Pardonne. Mais protège-toi. Ces mots ravivèrent l'espoir. Sophie confronta Julien, pourquoi m'as-tu trahi? Il avoua, papa m'a forcé. J'ai peur pour ma famille. Sophie, touchée, proposa une trêve. Mais Henri refusa, poussant au procès. La société amplifia le drame, des articles dans la presse locale sur une famille déchirée par l'homosexualité. Sophie subit des insultes en ligne, des anonymes la traitant de « destructrice de valeurs françaises ». Marie, militante, organisa un soutien public. Mais cela attisa les flammes. Une manifestation contre l'homophobie tourna mal, avec des contre-manifestants criant des slogans haineux. Sophie, au milieu, paniqua. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda-t-elle à Marie. Celle-ci répondit, pour nous. Oui. Mais la fatigue usait leur lien. Une nuit. Après une dispute sur la stratégie, Marie claqua la porte, si tu abandonnes? Je ne sais pas si je peux continuer. Sophie, seule, pleura. Le lendemain, elle prit une décision radicale, affronter Henri seule. Elle se rendit à Versailles. Papa. Parlons. Il la laissa entrer. Surpris. Je ne veux pas la guerre. Mais je ne renoncerai pas à qui je suis. Henri. Pour la première fois. Écouta. J'ai peur pour toi. Sophie. Le monde est cruel. Était-ce un début de compréhension? Ou une ruse? La réponse viendrait au tribunal? Ou tout se jouerait? Le jour du procès arriva comme un orage attendu. Le tribunal de Versailles bruissait de murmures. Sophie, vêtue d'un tailleur sobre, s'assit aux côtés de Me. Laurent. Marie. Dans le public. Lui envoya un regard encourageant. Henri. Avec son avocat. Arborait un air déterminé. Julien et Claire, témoins, semblaient mal à l'aise. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, ouvrit la séance. Les arguments fusèrent, l'avocat d'Henri contesta la validité du testament, alléguant une influence indue et une sénilité. Madame Moreau était âgée et vulnérable. Laurent riposta avec des expertises médicales prouvant la lucidité d'Élise. Puis vinrent les témoignages. Claire, en larmes, décrivit Sophie comme égarée par de mauvaises influences. Sophie serra les poings. Julien, hésitant, répéta ses doutes. Mais quand ce fut au tour de Sophie,
Elle parla avec une force inattendue, ma grand-mère m'a soutenue parce qu'elle croyait en l'amour vrai. Ce n'est pas une phase. C'est ma vie. Le juge nota. Marie témoigna ensuite. Défendant leur relation, nous nous aimons. Malgré les préjugés. L'avocat d'Henri l'attaqua. N'est-ce pas vous qui avez poussé Sophie à cette rébellion? Marie tint bon. Puis, surprise, l'ami d'Élise présenta la lettre. Authentifiée. Le juge la lut. Et l'atmosphère changea. Henri, voyant la défaite, explosa. C'est une conspiration contre la famille. Le juge le rappela à l'ordre. Verdict, le testament était valide. La maison revenait à Sophie. Victoire amère. Dehors. Marie embrassa Sophie, on a gagné. Mais Henri, furieux, lança, tu n'es plus ma fille. Claire pleura. Julien s'excusa. Sophie, anéantie, rentra avec Marie. Les jours suivants furent un vide émotionnel. La famille quitta la maison, emportant meubles et souvenirs. Sophie s'y installa avec Marie. Mais le lieu hanté par les fantômes du passé. C'est notre foyer maintenant, dit Marie. Pourtant, Sophie errait, rongée par la culpabilité. Avait-elle détruit sa famille pour son bonheur? Marie, sentant la distance, proposa une thérapie de couple. Elles consultèrent une psy spécialisée en traumas familiaux. Les choix ont un prix, dit la psy. Sophie explora ses conflits internes, l'éducation rigide versus sa liberté. Marie avoua ses peurs d'abandon. Mais une nouvelle trahison surgit, Sophie découvrit des messages sur le téléphone de Marie. Échangés avec une ex, évoquant des doutes sur leur relation. C'est vieux, se défendit Marie. Mais Sophie, blessée, accusa, tu me parles de loyauté. Et toi? Dispute violente. Marie partit chez une amie. Sophie, seule dans la grande maison, affronta ses démons. Elle appela Julien, viens. Parlons. Il vint. Avec sa femme. Papa est brisé, dit-il. Sophie proposa, vous pouvez rester dans l'annexe. Geste de paix. Julien accepta. Mais Henri refusa. Puis Marie revint. Repentante, j'ai eu peur. Mais je t'aime. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance ébranlée. La société continuait son assaut, une pétition locale contre l'appropriation immorale circula. Sophie, défiante, organisa une soirée ouverte avec des amis LGBT, transformant la maison en symbole de résilience. Mais un soir, un caillou brisa une vitre, avec un mot haineux. Peur. Marie appela la police. On ne se laissera pas intimider. Sophie, forte, acquiesça. Pourtant, intérieurement, elle questionnait, le prix de l'authenticité valait-il tant de douleur? Un appel de Claire changea la donne, ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Sophie accourut. Henri, pâle sur son lit, murmura, pardon. Ma fille. J'ai eu tort. Larmes. Réconciliation fragile. Sophie, de retour, confia à Marie, peut-être qu'il y a de l'espoir. Mais Marie, jalouse de ce rapprochement familial, s'éloigna subtilement.
La tension culmina lors d'un dîner. « Tu préfères eux à nous », accusa Marie. Sophie riposta. « Je veux tout réconcilier. » Marie partit à nouveau. Sophie, dévastée, réalisa le sacrifice. L'amour exigeait des choix impossibles. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Sophie, propriétaire de la maison, invita sa famille à des visites prudentes. Henri, remis de sa crise, vint un après-midi. Maladroit mais sincère. J'ai grandi dans un monde différent, admit-il. Mais je vois ton bonheur avec Marie. Sophie, émue, l'embrassa. Claire suivit, apportant des photos d'enfance. Julien et ses enfants animèrent le jardin. La maison reprenait vie. Mais sans Marie, qui avait pris du recul. « J'ai besoin d'espace », avait-elle dit avant de partir pour un séminaire à Lyon. Sophie, seule, réfléchit à ses erreurs. Avait-elle trop cédé à la famille? Ou pas assez à son amour? Les appels avec Marie devinrent tendus, emplis de reproches mutuels. « Tu m'as abandonné pour eux », accusait Marie. « Non. Je cherche l'équilibre », défendait Sophie. Un week-end, Marie revint. Elles parlèrent des heures, déversant peine et regret. « J'ai eu tort de douter », avoua Marie. « Et moi de t'exclure », répondit Sophie. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais le passé laissait des cicatrices. Sophie organisa un dîner familial avec Marie. Tension palpable. Henri serra la main de Marie. « Bienvenue. » Claire offrit un sourire forcé. Julien détendit l'atmosphère. Petit à petit, les barrières tombèrent. Sophie réalisa que le changement venait de l'intérieur, affronter les préjugés. Payer le prix de la vérité. Pourtant, des ombres persistaient. Une cousine lointaine, homophobe, coupa les ponts. Des voisins murmuraient. Mais Sophie, éveillée, militait discrètement pour les droits LGBT. Inspirée par Marie, leur relation évolua. Plus profonde, forgée dans l'adversité. Un an après le testament, Sophie se tenait dans le jardin, contemplant le chemin parcouru. La famille, unie quoique fragile. L'amour intact. Mais la question lancinante demeurait, avait-elle fait le bon choix en persévérant? Était-il juste de forcer le changement au prix de tant de souffrances? Ou valait-il mieux plier pour la paix? Le débat intérieur la hantait, comme un écho de la société divisée. Et si la vraie victoire était dans l'ambiguïté des cœurs humains? Était-ce la bonne décision de tout risquer pour l'amour authentique?